Un débat auquel, vous le savez, vous pouvez désormais participer via les réseaux sociaux. Des dizaines de milliers de partisans de Mohamed Morsi sont toujours rassemblés ce soir à Nasser City pour protester contre la destitution du président égyptien. Ce mardi, l'ancien ministre des Finances Hassem El-Beblaoui a été nommé Premier ministre du gouvernement de transition et Mohamed El-Baradei, eh bien, lui, a été désigné vice-président chargé des affaires étrangères. Une nouvelle transition donc pour l'Égypte. Voilà la situation, un peu plus de 2 ans après la chute d'Hosni Moubarak, et ce alors que les Égyptiens, il faut le rappeler, ont voté à la fois pour des législatives et une présidentielle. La présidentielle, c'était il y a 1 an. Cette nouvelle transition, est-ce le résultat de l'échec des frères musulmans, mais surtout islamisme ou islam politique et démocratie, est-ce compatible? Eh bien, on va en parler ce soir avec nos invités, avec vous en direct du Caire, Mahmoud Azab, bonsoir. Vous êtes le conseiller du grand imam d'Al-Azhar pour le dialogue interreligieux. Al-Azhar, qui, on le rappelle pour nos téléspectateurs, est la plus haute autorité de l'islam sunnite. On va retrouver dans un instant en direct de Londres Tariq Ramadan, qui est professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford. Auteur, et on le voit à l'image, Tariq Ramadan, bonsoir. Auteur de L'islam et le réveil arabe. C'est aux éditions Presse du Châtelet. Sur notre plateau à Paris, Mohamed Sifawi, bonsoir. Vous êtes journaliste, écrivain, auteur de Mon frère, ce terroriste, un homme dénonce l'islamisme, et c'est aux éditions Kalman Levy. Et enfin, Elia Minsoum, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, auteur des nouveaux défis de l'éducation, et c'est aux éditions Les Points sur les i. Avant de commencer ce débat, comme tous les soirs désormais, eh bien on va partir place Tahrir, où l'on va retrouver notre correspondante Sonia Dridi. Sonia, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir quelle est la situation dans la capitale égyptienne, au Caire? Eh bien, c'est actuellement l'heure de la prière sur la place Tahrir, mais peu de temps avant, eh bien, c'était une ambiance très festive. Des centaines de manifestants chantaient des chants patriotiques, mais la plupart des activistes victorieux après l'éviction de Mohamed Morsi ont déserté pour l'instant le célèbre Carrefour. Ils sont pour la plupart satisfaits ce soir par la nomination d'un ancien ministre des Finances, Hassem El-Beblaoui, en tant que Premier ministre. Des activistes m'ont confié que c'était un bon choix alors que l'Égypte traverse une grave crise économique. C'est également un choix stratégique pour l'armée qui contrôle une bonne partie de l'économie du pays et qui espère donc qu'elle se remette rapidement en marche. Et ce soir, la plupart des révolutionnaires sont soulagés, satisfaits que Mohamed El-Baradei, ancien célèbre opposant sous le régime de Moubarak, puis opposant aux frères musulmans, eh bien, obtiennent aujourd'hui, ce soir, un poste clé. Il devrait être nommé vice-président pour les affaires étrangères. Mais alors que l'armée, qui se sait observer internationalement, presse cette transition démocratique, eh bien les frères musulmans continuent de manifester à quelques kilomètres d'ici, dans le quartier de Nasser City. Ils continuent de réclamer le retour de leur président légitime, Mohamed Morsi. Et aujourd'hui, eh bien, cet après-midi, les frères musulmans ont également enterré leurs martyrs, puisque l'armée a tiré hier dans la foule, des soldats et des policiers ont tiré sur les manifestants pro-Morsi, et donc ce bain de sang a attisé la colère des frères musulmans. Et un membre de la confrérie m'a dit ce soir que, eh bien, loin de calmer le jeu, le ramadan qui va débuter demain, eh bien, devrait au contraire attiser les tensions, les affrontements dans les prochains jours. Merci Sonia. Sonia Dridi en direct du Caire, et vous voyez ces images en direct donc de Nasser City où c'est l'heure de la prière et où sont réunis ce soir encore des dizaines de milliers de partisans du président déchu Mohamed Morsi. Mahmoud Azab en direct du Caire encore. L'imam Cher Ahmed Al-Tayeb a annoncé qu'il se mettait en retrait des négociations, qui est l'imam d'Al-Azhar. Est-ce à dire que vous ne cautionnez pas les agissements de l'armée? On rappelle qu'hier, il y a eu un bain de sang qui a causé la mort de 51 personnes et en majorité des partisans de Mohamed Morsi. Bonjour madame. Tout d'abord, le retrait dont vous parlez, ça ne veut pas dire que l'imam relâche sa mission d'un grand imam et que toute l'Égypte reconnaît, musulmans et chrétiens, qui dirige avec l'Église depuis 2 ans un débat extraordinaire à travers ce qu'on appelle la maison de la famille égyptienne et qui est là pour réunir les Égyptiens
tous sans exception, de toute couleur politique ou autre, mais ça veut dire qu'il était très prudent. Il dit, dans un moment de conflit qu'on appelle fitna, discorde, il faut qu'on soit prudent. La parole, c'est comme de la chimie, il ne faut pas dire n'importe quoi, il faut s'inscrire du côté du peuple égyptien, la majorité bien claire, que l'Égypte passe cette période vers sa paix et vers sa nature, ses principes connus à travers les siècles et les siècles. Mais ça ne veut pas dire qu'il relâche le dialogue, pas du tout. D'ailleurs, il est là pour réunir, pour appeler les Égyptiens à la paix. Il rejette la violence de n'importe quel côté et il aime que tous les Égyptiens, frères musulmans, laïcs, civils ou autres, participent ensemble et qu'ils soient représentés pour rebâtir l'Égypte ensemble. Mahmoud Azab, vous dites l'imam d'Al-Azhar veut rester prudent, mais il n'a pas été tant en retrait que ça, puisque d'une certaine manière, vous avez quand même cautionné le renversement de Mohamed Morsi. Vous l'avez cautionné, ce renversement. Vous savez, madame, s'il vous plaît, madame, c'est la rue égyptienne, 33 ou 36 millions d'Égyptiens étaient partout, ils étaient là, et l'armée est intervenue pour prendre le côté du peuple, pour répondre aux appels du peuple égyptien. Ce n'est pas un coup d'État pour l'Égypte, même les États-Unis commencent à reconnaître. Il faut voir que l'armée voulait éviter un bain de sang, et donc quand il a trouvé 36 millions dans la rue, il a rassembler tous les côtés. Quand vous avez vu il y a quelques jours la déclaration, c'était de passer le pouvoir, comme on dit momentanément, au grand juge suprême de tribunal constitutionnel. Il y avait les représentants de deux religions. Il y avait aussi le représentant de l'opposition civile et les jeunes, c'est-à-dire tout le monde était appelé ensemble. Ce n'est pas un coup d'État pour nous. Ce n'est pas un coup d'État, d'accord. Mahmoud Azad, pas du tout, madame. Pas du tout. Bon, là, il y a débat là-dessus, ça fait sourire sur le plateau. Tariq Ramadan en direct de Londres. Ce n'est pas un coup d'État, Tariq Ramadan. Vous êtes d'accord avec Mahmoud Azad parce qu'on n'a pas encore beaucoup entendu sur l'Égypte. Écoutez, vous allez sur mon site, j'ai un long développement sur la situation. Bien sûr que c'est un coup d'État. Et c'est un coup d'État qui n'a pas été décidé par l'armée au moment où il y avait soi-disant 30 millions de personnes dans les rues. Mais on sait aujourd'hui par des articles qui ont été publiés dans Le Monde, en France, dans le New York Times, aux États-Unis, même dans un certain nombre de journaux à l'étranger, comme en Algérie ou en Égypte, qu'en fait, déjà une semaine avant les événements, il y avait un chantage qui était appliqué sur Morsi. Alors, il faut dire les choses par leur nom après une d'exercice du pouvoir qui furent très mauvaises, dont les priorités politiques, sociales n'ont pas été bonnes. Il fallait en faire une critique rigoureuse. C'est de mon côté ce que j'ai toujours fait, d'ailleurs même avant les élections. J'avais mis en évidence le fait que c'est de la liberté, les frères musulmans jouaient un jeu, une stratégie tout à fait... Alors, on a un problème avec notre communication. Je n'entends pas bien. Oui, alors on a un problème. Non, mais vous inquiétez pas, Mahmoud Azab. En fait, on a un problème avec la connexion Skype et avec Tariq Ramadan. Je voudrais que vous réagissiez, Mohamed Sifawi, à ce que vient de dire Tariq Ramadan. Est-ce qu'on peut dire que ce qui se déroule aujourd'hui en Égypte, c'est l'échec de la gestion des frères musulmans? À mes yeux, incontestablement. D'abord parce que pendant des décennies, la confrérie des frères musulmans, en Égypte d'abord, ensuite dans tous les pays où la confrérie a pu essaimer et faire des émules, s'est toujours présentée comme une alternative sérieuse et crédible à des régimes autocratiques, dictatoriaux parfois. Elle n'a jamais été confrontée à la réalité du pouvoir. Donc finalement, après le printemps arabe, ce qu'on a appelé le printemps arabe, le fait que des islamistes se retrouvent au pouvoir, ce n'était pas une mauvaise chose en soi. En tout cas, c'est l'appréciation que j'ai immédiatement donnée, malgré les cris d'orfraie qu'on pouvait entendre ici ou là, parce que tout simplement, l'histoire d'un pays ne peut pas se résumer à une année, à 2 ans. L'histoire d'une nation, c'est parfois plusieurs décennies, plusieurs siècles. Il y a eu un changement de régime. La confrérie des frères musulmans en Égypte, qui a longtemps travaillé, notamment la population et la société égyptienne, tant sur le plan social que sur le plan éducatif, avait incontestablement un certain nombre de sympathisants
et aller, de toute manière, comme dans d'autres pays arabes, remporter les élections de manière démocratique. Sauf que sur cette question-là, il y a aussi, me semble-t-il, une précision à apporter. La démocratie ne peut pas et ne saurait se résumer à la participation d'un parti à une élection, un processus électoral. La démocratie est un corpus idéologique. Or, l'idéologie des frères musulmans ne correspond pas du tout au corpus idéologique de la démocratie telle que nous l'entendons, en prenant en considération l'ensemble des valeurs universelles. En d'autres termes, la liberté de conscience, la liberté personnelle, individuelle et collective, les libertés de manifester, de critiquer, la liberté de blasphémer, la liberté de croire ou de ne pas croire, tout cela, tous ces ingrédients, si vous voulez, font partie du corpus démocratique. Or, tous ces ingrédients-là ne sont pas respectés par la pensée des frères musulmans. Et c'est la raison, pardon, je termine d'un mot, c'est la raison pour laquelle je pense, au-delà de l'échec sur le plan politique et économique, c'est la raison pour laquelle le peuple égyptien a immédiatement réagi. Après, coup d'État, oui, c'est un coup d'État, il ne faut pas avoir peur des mots, c'est un coup d'État incontestablement, mais je qualifierais ce coup d'État de plus légitime que d'autres. Il y a des coups d'État où on ne voit pas l'intervention d'une armée, mais on voit l'endoctrinement qui peut être fait sur une société qui est trompée par des idées et un prêt-à-penser comme le font souvent les islamistes et qui arrivent à s'accaparer le pouvoir par la tromperie aussi. Ce sont d'autres formes de coups d'État. Mais en Égypte, incontestablement, c'est un coup d'État. Oui. El Yamin Soum, je voudrais que vous réagissiez à ce que vient de dire Mohamed Sifawi. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que l'idéologie des frères musulmans n'est pas en adéquation avec ce corpus démocratique dont vient de parler Mohamed Sifawi? Il faut qualifier les choses. C'est clairement un coup d'État. Monsieur Azab disait les États-Unis sont en train de revenir là-dessus. Les États-Unis sont en rien une caution morale à ce qui peut être un coup d'État ou pas, puisque eux-mêmes ont été des acteurs. Eux-mêmes, je vais m'exprimer. Eux-mêmes ont été des acteurs de coup d'État. L'un des plus spectaculaires, ça a été le 11 septembre 1973 avec l'installation de Pinochet. Aujourd'hui, avec le recul historique qu'on a, on sait qu'il y a eu l'installation d'un certain nombre de régimes. Donc c'est un coup d'État. En Égypte, aujourd'hui, l'armée contrôle 30% de l'économie. Ce qui veut dire que la question aujourd'hui qui se pose essentielle, au-delà de la question bien évidemment d'un certain nombre de respect des principes démocratiques des frères musulmans, et puis sur la question par exemple du blasphème, on a une législation différente en Grande-Bretagne où cela constitue un délit et ça n'empêche pas la Grande-Bretagne d'être un délit. Est-ce que l'idéologie des frères musulmans, est-ce qu'elle est en adéquation avec la démocratie, avec les valeurs démocratiques? Au-delà de l'idéologie, il faut interroger les pratiques. Les frères musulmans aujourd'hui n'ont pas eu le temps, je veux dire, ce qu'il aurait fallu faire, c'est des élections ou aller plus loin. Imaginez, en France, François Hollande a été élu à peu près avec le même score que Mohamed Morsi. Il y a eu des résistances à la question du mariage pour tous. Il y a eu, même au sein de l'armée, c'est sorti dans la presse il y a quelque temps, une volonté de faire un coup d'État chez un certain nombre de militaires catholiques proches de l'extrême droite. Imaginez dans quelle cacophonie on serait aujourd'hui. La question qui est essentielle, c'est qu'aujourd'hui, on a une idéologie qui, certes, on peut questionner sur tout un tas de points, notamment sur la question de la pluralité religieuse dans le pays qui comporte la plus importante minorité chrétienne des pays arabes. Mais la question de l'exercice du pouvoir, c'est qu'ils ont été élus. On ne peut pas dire qu'il y a des élections et un an après, on leur retire. Je veux dire, c'est du grand n'importe quoi. Quand bien même il y aurait un mouvement populaire, dans ces cas-là, il faudra aller vers autre chose. Aux États-Unis, il y a quelque chose qui s'appelle le recall, ou le mandat impératif. On peut exiger un référendum lorsqu'on est en désaccord. Donc ça, ce sont les exigences de la démocratie, la question qui se pose et qui se pose à ces mouvements-là. Une fois, puisqu'ils étaient dans l'opposition, parfois ils l'ont payé cher, notamment en Égypte, les frères musulmans. La question qui se pose, c'est que maintenant, pour eux, c'est est-ce qu'ils sont capables de poser les principes d'une démocratie? Mais là, je veux dire, en un an d'exercice de pouvoir, on n'a pas pu le voir. Et là, l'armée est en train de confisquer. On s'est quand même rendu compte, pardonnez-moi, quand même de certaines choses. On a quand même vu un président qui a voulu s'accorder les points pouvoir en novembre 2012. On voit quand même qu'il y a eu des atteintes quand même à la liberté. Voilà, on ne peut pas dire que c'est vraiment en adéquation totale avec l'esprit démocratique. Oui, mais à partir de ce moment-là, il faudrait revoir complètement les règles du jeu. C'est-à-dire que si on part de ce principe-là, on peut repartir sur la question des élections anticipées, sur la base d'un référendum. Un coup d'État de cette manière aussi brutale risque de plonger, je pense, l'Égypte dans un scénario de violence. En plus, on a le recul historique. La question centrale, vous avez raison, parce que la question centrale à poser, finalement, c'est faut-il agréer des partis qui instrumentalisent la religion et le sacré comme parti politique, comme formation politique. Madame. La question centrale, c'est de savoir est-ce qu'un parti qui s'accapare, qui prend en otage une religion qui est, dans le cas de l'Égypte, partagée par une majorité,
et qui s'autoproclame finalement détenteur exclusif ou quasi exclusif de la parole divine, est-ce qu'il a le droit d'exercer d'intervenir dans le champ politique? Moi, ce que j'ai toujours défendu, parce qu'on a eu un précédent en Algérie, on a eu un précédent quasi similaire en Algérie, quand un parti islamiste avait remporté les élections, ces dernières ont été stoppées par une intervention de l'armée que j'avais soutenue à l'époque, parce que tout simplement, sans être pour autant militariste, je considère qu'un parti qui s'approprie le discours religieux et le divin n'a pas à être légitimé, à être agréé comme parti politique. Mais, je terminerai par ça, le problème va se reposer encore une fois en Égypte, mais aussi ailleurs. Ces régimes-là, militaires, ont tout intérêt à faire exister ce type de formation politique, parce que leur existence dépend finalement aussi de ce bicéphalisme qui va laisser le peuple dans un choix cornélien entre les tenants de l'islam politique, et les incarnés donc par les frères musulmans et d'autres salafistes, et les tenants de l'autoritarisme et de l'autorité, de l'autoritarisme et de la force finalement représentée par l'armée. Mahmoud Azab, vous voulez réagir à ce que vient de dire Mohamed Sifaoui? Oui, madame. Oui, madame, s'il vous plaît. Tout d'abord, les États-Unis, qu'ils reconnaissent ou ne reconnaissent pas les voix du peuple égyptien de 36 millions, ça ne nous intéresse pas trop, parce que le peuple égyptien décide pour lui-même, numéro 1. Numéro 2, toute l'opposition, après l'arrivée de M. Morsi, était d'accord avec lui. On entendait des signes rassurants. On avait signé le contrat social et on souhaitait, tout le monde, que la présidence remplisse ce contrat de son côté. Numéro 3, nous voulions des signes rassurants, qu'il ne résoudrait pas tous les problèmes, bien sûr, mais des signes rassurants. Mon frère paysan à la campagne m'a dit, c'est comme si vous m'avez dit que je vous amène dans ma voiture du Caire vers Alexandrie, on se trouve en Haute-Égypte et je dois me taire jusqu'à qu'on arrive au Soudan à la place d'Alexandrie. Il fallait des signes. Numéro 4, les gens de la culture, les intellectuels, les cinéastes, les artistes, depuis 1 mois et demi, voient qu'il y avait une déviation pour que l'Égypte, ouverte d'esprit depuis plus d'1 siècle, surtout le cinéma égyptien, qui va disparaître en annulant le ballet, l'opéra et toutes ces choses-là. Numéro 4, numéro 5, numéro 6, la démocratie. Ce n'est pas les urnes, la démocratie. Finalement, nous disons que le peuple égyptien a ses valeurs depuis des siècles et des siècles. Il y a un seul islam dans le monde, mais il y a des cultures islamiques et des civilisations islamiques. Chaque pays a le choix de prendre la forme avec laquelle il était habitué. Les Égyptiens ne sont pas un peuple violent du tout. Et ce qui est arrivé, on appelle ou vous appelez pas, comme M. Ramadan et d'autres appellent coup d'État. Finalement, les 36 millions dans la rue, il ne fallait pas ignorer le pouvoir. M. Sisi n'a pas pris le pouvoir. Il a mis un juge et tous les représentants de la société civile étaient là. Il faut lire le document d'Al-Azhar. Al-Azhar dirigeait aussi avec des intellectuels un État national, démocrate, constitutionnel et moderne. Nous voulons ni un État religieux, ni un État militaire, madame. Et une voix médiane. On va en parler dans la seconde partie. On va en parler dans la seconde partie du débat. Je donnerai la parole aussi à Tariq Ramadan, évidemment. On avait perdu la liaison avec lui en direct de Londres. On se retrouve dans un instant et on se quitte sur ces images en direct de Nasser City, où se réunissent toujours ce soir des milliers de partisans de Mohamed Morsi.